Alors, aujourd'hui, on plonge dans la vie et l'œuvre d'une voix littéraire franchement incontournable. Il s'agit de l'auteure franco-sénégalaise Fatou Diome. Et son parcours, c'est une histoire assez incroyable de résilience, de migration et surtout de la puissance des mots. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on passe des traditions d'un petit village de pêcheurs aux grandes scènes littéraires de Paris et de Strasbourg? Son histoire, c'est une transformation radicale qu'on va essayer de décortiquer. Section 1, une voie entre deux mondes, d'une île sénégalaise à la scène mondiale. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir du début, des origines. Et tout commence là-bas, sur l'île de Niodior, au Sénégal, dans un monde qui est vraiment façonné par l'océan et par les traditions. Ce qui est fascinant, c'est sa détermination, et ce dès son plus jeune âge. Il faut bien se représenter le contexte, on est dans une société où le destin des filles est, disons, tout tracé. Et elle, elle choisit un autre chemin. C'est simple, elle allait à l'école en cachette. Imaginez un peu, c'est un véritable acte de rébellion silencieuse qui en fait va définir toute sa vie. Et le plus fou, c'est qu'à 13 ans seulement, elle prend cette décision radicale de quitter son village, juste pour pouvoir continuer à étudier. En fait, son parcours peut se résumer en 3 dates vraiment clés. D'abord 1968, sa naissance à Niodior, au Sénégal. Ensuite, 1994, un grand tournant, elle arrive en France, à Strasbourg, à 22 ans. C'est le saut dans l'inconnu. Et puis 2003, c'est la consécration, la publication de son premier roman qui va faire grand bruit, Le ventre de l'Atlantique. Section 2, le rêve d'ailleurs, le puissant mythe de l'Europe. Et justement, ce voyage vers la France, ça nous amène à un thème absolument central dans son œuvre, l'attrait, le magnétisme de l'Europe. Pour beaucoup de jeunes de son village, l'Europe, c'est pas juste un continent, non, c'est un mythe, c'est un véritable Eldorado. Et c'est exactement ce choc, ce conflit qu'on retrouve au cœur de son roman le plus connu. D'un côté, on a les mythes sur l'Europe, le paradis où l'argent est facile, la gloire grâce au foot, une liberté totale, un confort, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et de l'autre, la réalité de Niodior, la pauvreté, les contraintes sociales, le manque de perspective. C'est cette tension-là, cette énorme différence qui pousse les gens à partir. Un départ qui est plein d'espoir, mais qui, comme on va le voir, mène souvent à de grosses désillusions. Section 3, le choc de l'arrivée. Quand le rêve rencontre la réalité. Parce que oui, ce rêve d'ailleurs, il se heurte souvent à un mur. Et pour Fatou Diome, son propre voyage en France va très vite, trop vite, confronter l'idéal à une réalité, disons, beaucoup plus brutale. Son rêve français a commencé par un cauchemar. Voilà, je crois que cette phrase, elle résume tout. Son arrivée en France, qui était pourtant motivée par l'amour, va se transformer en une véritable épreuve de survie. Sa famille voulait Blanche-Neige, et ce n'était pas moi. Alors, ils nous ont pourri la vie. C'est d'une puissance au témoignage. Ça met des mots très crus sur le racisme ordinaire, violent, qu'elle a subi de sa belle famille. Et ce rejet, il a été tellement fort qu'il a mené à son divorce. Et là, elle se retrouve seule, complètement seule, sans aucun repère, dans un pays qui n'est pas encore le sien. Et c'est là qu'on mesure vraiment le prix de l'exil. Abandonnée, divorcée, elle doit affronter la vie d'immigrée en solo. Pour survivre, mais aussi pour financer ses études à l'université, elle va travailler comme femme de ménage pendant 6 ans. C'est une période de solitude intense, de grande précarité. Et en plus de ça, il y a le racisme et cette pression écrasante de la famille restée au pays qui s'attend à ce qu'elle soit une source de richesse. Mais le point essentiel, c'est sa résilience. Elle ne lâche rien. C'est dans cette lutte, dans cette solitude qu'elle a forgé la voix qu'on lui connaît aujourd'hui. Une voix qui, croyez-moi, sait de quoi elle parle. Section 4, celles qui attendent, l'autre côté de l'histoire. Parce que, et c'est très important, l'histoire de la migration, ce n'est pas seulement l'histoire de ceux qui partent. Et ça, Fatou Diome nous force à le voir. Elle nous force à regarder de l'autre côté du miroir, la vie de celles qui, elles, restent au pays. Mais alors qu'en est-il de la vie de celles qui ne partent pas? C'est une question fondamentale et c'est le sujet de son roman « Celles qui attendent ». Qu'est-ce qui se passe pour les mères, pour les épouses, pour les sœurs, quand les hommes s'en vont chercher fortune en Europe? Eh bien, leur vie se transforme en une seule chose, l'attente. Elle portait jusqu'au fond des pupilles des rêves gelés, des fleurs d'espoir flétries et l'angoisse permanente d'un deuil hypothétique. C'est d'une beauté absolument tragique cette phrase. Elle capture l'essence même de ce que c'est que l'attente. Ce n'est pas passif, du tout. C'est une tension de tous les instants, entre l'espoir de revoir quelqu'un et la peur terrible de ne plus jamais avoir de nouvelles, ou de recevoir la pire des nouvelles. En fait, l'attente, ce n'est pas juste un mot, c'est bien plus que ça. C'est un état de solitude intense, d'anxiété, une lutte pour la survie. C'est une véritable condition sociale et psychologique pour ces mères et ces épouses de migrants. Elles doivent tenir la famille, maintenir la dignité, tout ça en silence, alors qu'elles font face à la pauvreté et à une incertitude totale.
C'est un fardeau silencieux, vraiment. Elles doivent affronter la pauvreté toutes seules, une fois que les hommes sont partis. Il y a cette pression sociale énorme de cacher l'échec, le désespoir. Et puis, il y a la place du corps, souvent traité comme un simple réceptacle à semences, valorisé uniquement pour la procréation. Ajoutons à ça l'analphabétisme, le poids de la tradition, tout ça limite complètement leur autonomie. Elles sont piégées. Leur combat est invisible, mais il est de tous les jours. Section 5. L'écriture comme résistance. Manier les mots comme une arme. Alors, face à tout ça, face à ces épreuves, qu'elles soient personnelles ou observées, comment on réagit? Pour Fatou Diome, la réponse est limpide. Par l'écriture. Ces mots, ce ne sont pas juste des mots, ce sont ses armes. On voit bien ce cheminement de la douleur au pouvoir. D'abord, elle vit l'injustice, la marginalisation. Ensuite, elle trouve sa libération grâce à l'éducation, à la littérature. Et puis, elle se saisit des mots pour exposer les réalités les plus dures, pour casser les stéréotypes. Et au final, c'est une façon de revendiquer son identité et de parler pour toutes celles et ceux qu'on n'entend jamais. L'écriture devient un acte politique, une manière de reprendre le contrôle du récit. Et ce qui fait la grande force de la voix de Fatou Diome, c'est qu'elle interpelle les deux côtés de l'histoire. Elle n'est jamais unilatérale. Elle ne passe pas son temps à seulement dénoncer les problèmes de l'Europe. Non, elle a aussi un message très clair et parfois très dur pour l'Afrique. C'est un appel à une responsabilité mutuelle. Et c'est vraiment le cœur de sa pensée. D'un côté, aux Africains, elle dit s'affranchir de leur statut de victime. Et de l'autre, aux Européens, quitter une position de dominant. Ce qu'elle demande au fond, c'est une relation d'égal à égal. Un appel à une sorte de maturité partagée, pour enfin sortir des lieux schémas. Et on va terminer sur cette pensée, cette citation qui résume finalement toute l'essence de son combat. Et même si c'est dérisoire, j'écris. Toujours ce même rêve, si c'est trop d'aimer, de chérir et de protéger, du moins qu'on respecte les femmes qui mettent le monde au monde. Au fond, au-delà de la migration, au-delà des relations nord-sud, il y a cette revendication fondamentale, la dignité des femmes. Pour elle, l'écriture est peut-être dérisoire, face à l'immensité des injustices, mais c'est son arme. Son arme pour nous rappeler une vérité essentielle, le respect qu'on doit à celle qui donne la vie. Une leçon vraiment puissante, forgée entre deux mondes,